Mystère, mystérieux. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Mystère. Bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode des Mystères Mystérieux, le podcast des histoires inexpliquées, des secrets bien gardés et où on aime bien rigoler. Vous êtes en compagnie aujourd'hui de Sandra. Bonjour. Et de Juliette. Bonjour. Et moi-même. Aujourd'hui, on vous a encore une fois préparé 3 chroniques mystérieuses. Qui est-ce qui veut commencer aujourd'hui à nous parler de sa chronique ? Juliette, c'est toi qui commence aujourd'hui. Alors, dis-nous, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Alors, moi, aujourd'hui, je vais vous parler des sphères mystérieuses du Costa Rica. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? Eh bien, pas du tout. Non, ça me dit rien. Alors, ça fait partie actuellement des grands mystères en fait, de l'archéologie. Tout remonte dans les années 30 au Costa Rica, dans le delta du Diqui, où une société américaine en fait, avait pour ambition d'installer des bananeraies. Et du coup, ils commencent à arriver avec des gros bulldozers et à raser la forêt vierge, à creuser, etc. Et tout d'un coup, ils tombent sur des énormes sphères de pierre. Mais vraiment des boules ? Ouais, de quelle des taille ? Des boules. Eh ben, de plein de tailles différentes. Ok. Puisque au total, en fait, des années 30 jusqu'à aujourd'hui, il y a près de 300 sphères qui ont été découvertes. Et les tailles, ça va alors selon les sources, ça varie. J'ai vu soit un ballon de basket 50 cm de diamètre jusqu'à 2 mètres pour les plus grosses. Ah ouais. Ok. 2 mètres de diamètre. Donc elles sont gigantesques pour certaines. D'accord. Et en fait, avant le début du XXe siècle, personne ne connaissait l'existence de ces pierres. Mais ils ont creusé beaucoup, ils ont creusé profond pour les trouver ? Ça dépend, parce qu'en fait, il y en avait certaines qui étaient enterrées, il y en avait certaines qui étaient semi-enterrées, et d'autres qui étaient juste au milieu de la forêt. Ah d'accord, ok. Tu vois, ça dépend vraiment des zones, parce qu'après, au départ, ça a été vraiment sur le delta qu'ils ont trouvé leurs pierres, et après, ils ont continué leur recherche, et il y avait plein d'autres zones au Costa Rica où il y avait ces fameuses pierres. Et donc, du coup, ils trouvent ces sphères, donc c'est vraiment une énigme pour les archéologues, puisqu'il n'y a pas de civilisation encore aujourd'hui qui y sont rattachées. Comment ça ? On ne sait On sait pas qui c'est qui les a fait ? En fait, les grandes civilisations de l'époque qu'on connaît, qui auraient pu éventuellement, par exemple, les faire, donc les Aztèques et les Mayas, on les connaissait pour représenter des sculptures d'animaux, des sculptures figuratives ou des créatures de leur mythologie, mais il n'y avait pas des formes géométriques. Ah, ok. Donc on pense que c'est pas eux, que c'est une autre civilisation, mais on sait pas trop laquelle, et on sait pas pourquoi ils ont fait ça. Est-ce qu'on sait dans quelle matière elles sont faites ? En pierre, t'as pas écouté ? Ah bon ? Elle a dit en pierre ? Alors ouais, j'y viens. Ah, autant pour moi. Ah J'y viens. Alors effectivement, c'est en fait ça a été formé dans une pierre magmatique. Ils auraient récupéré des pierres qui étaient déjà rondes pour ensuite les sculpter. Mais du coup, c'est des pierres noires ? Alors elles sont sur les photos, elles sont plutôt gris foncé. D'accord. Et en fait, la pierre, elle peut pas être datée au carbone 14. Donc c'est pour ça que c'est compliqué pour donner aussi une date de fabrication. Parce que le carbone 14, ça permet seulement de pouvoir dater des matières organiques, donc le bois, le cuir, etc. Et il faudrait qu'il y ait des éléments qui soient du coup datables au carbone 14 à côté de ces sphères. Ah oui. Et le problème, c'est que au début du XXe siècle, quand ils les ont trouvées, il y a eu des pierres qui ont été explosées à l'aide d'explosifs, qui ont été détruites par les bulldozers, parce qu'ils y allaient comme des bourrins. Et aussi, il y en a beaucoup qui ont été déplacés. Ah oui, Au départ, il n'y avait pas cet aspect archéologique. En fait, une grosse pierre, tac, on la pousse. Et après, il y a eu de l'intérêt pour ces sphères, en fait. D'accord. Donc, on ne sait pas où elles étaient à la base. Du coup, ça devient plus compliqué et on peut moins les rattacher à une zone précise où on aurait pu trouver, par exemple, des tessons ou des objets en bois à côté avec qui on aurait pu faire un lien, en fait. Mmh.
D'accord. Et le seul moyen de dater la pierre en archéologie, c'est la stratigraphie, du coup, qui étudie les différentes couches géologiques. Mais ça va englober une période hyper vaste. Donc là, on parle du 2e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 15e siècle avec l'arrivée des Espagnols. Ah oui, effectivement. On les date pas d'avant le 2e siècle ? Par rapport à cette étude en fait géologique, non. Ah ouais, donc c'est assez récent en fait. Je veux dire, c'est pas comme les Égyptiens qui vivaient 4000 ans avant Jésus-Christ, c'est proche de nous, tout ça. Oui, du coup, oui. Ok. T'as bien joué, Sandra, parce que moi, je suis nulle en histoire. Et du coup, j'étais en train de te regarder, en train de parler. Et dans ma tête, il y avait une frise chronologique type collège. Et j'étais là, alors oui, les Égyptiens, alors attends, les Mayas, non, c'est pas pareil, putain. J'exagère, les Égyptiens, c'était plutôt, je crois, 2000 ans avant Jésus-Christ. Même si ça s'étend sur pas mal de temps, mais c'est pour ça moi, il me semble que c'est ça, les pyramides et tout, c'est 2000 avant JC, mais... Oui. Avant Jean-Claude, avant JC. Avant JC. Ok. Donc du coup, ça, forcément, sur plusieurs siècles comme ça, c'est difficile de déterminer, genre ça appartient à telle ou telle civilisation, puisque du coup, il y a un petit peu trop de choix historiques. Donc il faut imaginer des roches énormes qui vont avoir un aspect quand même granuleux. C'est pas des sphères totalement lisses et totalement sphériques. Mais est-ce que c'est possible que ça soit une formation naturelle ? Non, ça a été taillé. D'accord. Parce qu'il y a des... Ça, on peut être sûr parce que on va avoir des traces d'outils dessus. Donc c'est une époque où ils avaient des outils. Qui prouvent bien que c'est quelque chose qui a été vraiment façonné. D'accord. Et du coup, en fait, c'est tellement mystérieux, ça me perd total parce que dans ma tête, j'imagine le truc et je me dis, mais à quoi ça sert ? Pourquoi, en fait ? Donc, pour revenir déjà à comment ils auraient éventuellement travaillé les pierres, donc c'est pareil des suppositions, puisque du coup, c'est une roche qui est quand même assez dure à travailler. Et en fait, on pense que donc ils prenaient une roche déjà à peu près ronde, et ensuite, ils allaient la travailler avec des alternances de chaud-froid, donc à l'eau chaude ou avec des braises, pour pouvoir éclater la pierre et faire déjà le gros du travail. Et ensuite, après, ils martelaient avec des outils rudimentaires qui étaient aussi en pierre. Du coup, s'ils se donnaient autant de mal, c'est vraiment qu'il y avait une utilisation importante. Voilà, certainement que c'était très, très important pour eux. Donc, les différentes hypothèses... aujourd'hui, c'est soit des objets cultuels, donc des sortes de totems qui représentaient des divinités, ou alors les étoiles. Et donc, chez les Mayas et les Aztèques, il y a aussi des temples qui étaient érigés en fonction de la position des astres. Donc, d'accord. ils étaient de grands astronomes, donc c'est possible aussi que... c'était pour représenter. Oui, parce que la disposition initiale, aujourd'hui, on n'en a plus aucune trace, vu que les bulldozers, ils ont tout poussé, tout détruit. C'est ça, il y a certains sites où il y aurait potentiellement... on présuppose que c'était leur emplacement d'origine, mais rien n'est sûr. Et ils n'ont rien trouvé avec ça, pas de temple associé à ces sphères. Et c'est à un endroit précis au Costa Rica ? Non, il y a plusieurs... ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a plusieurs sites au Costa Rica. C'est quelque chose qui est propre à cette culture-là, en fait. À cette zone, ouais. Alors après, j'ai pas réussi à savoir si c'était vrai ou pas. Il y aurait des sphères aussi en Argentine. Mais j'ai trouvé ça que sur des sites un peu complotistes. Mais un peu trop... sur des gens qui croient... aux extraterrestres qui ont fait ces sphères, et en gros ce serait il y en a un peu partout sur Terre, donc je sais pas trop si c'est véridique ou pas. Justement, parlons-en des complotistes. Pour eux, ça servait à quoi ? Quel était le plan avec les extraterrestres et ces petites sphères ? Alors ça aurait été, si c'est des extraterrestres ou des Atlantes aussi, c'est ce qui revient souvent. Donc une potentielle civilisation hyper avancée technologiquement, et qui aurait fait ces pierres, les pyramides et tutti quanti.
Et ben du coup, c'était juste pour démontrer leur puissance, entre guillemets. C'était juste du flex. Ouais, je suis un peu déçue. Je pensais que ça allait ouvrir des portails temporels, moi. C'était Mais juste pour montrer qu'on est costaud. Si, il y avait l'idée que ça pouvait indiquer des informations pareilles du ciel pour pouvoir s'orienter avec leurs vaisseaux spatiaux. Là, ça m'intéresse. Et oui. C'est Et un peu, puis- tu sais, comme les gens à l'aéroport avec leur bâton lumineux. C'est Voilà, par là. c'est un peu ça, mais bon. Après, dans les théories complotistes, c'est toujours, par exemple, ça ne peut pas représenter les astres parce que à cette époque-là, ils ne savaient pas que la Terre était ronde. Ah, putain, Ou, purée, j'allais te le dire. Hein. Ils ne pouvaient pas se douter que le Soleil, la Lune, c'était des sphères. Et je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas y avoir des gens qui avaient... voilà, l'hypothèse était que c'était des boules qui tournaient autour d'eux. Enfin, Oui, c'était c'est pas plus bête que nous, donc... tout à fait. Ok, ouais, c'est intéressant. Et Mais c'est vrai, autre hypothèse aussi, ça aurait été des bornes en fait qui délimitaient les différents territoires des différentes tribus. Non, mais c'est ce de qu'on a l'époque. vu quand on a été à Karnak, justement. C'était des bornes, Karnak? Des bornes kilométriques, Sandy. Ouais. Mais t'étais où, On a Sandra, fait à ce moment-là Toulouse-Karnak. On a suivi les bornes. On est arrivé en Angleterre. Plus que 100 km avant la plage. Non, mais il n'y avait pas un moment où, justement, parmi les suppositions, c'était... Ça Si. délimitait les Ça territoires. délimitait les territoires, il me semble. Et c'était les tribus qui faisaient les plus beaux... qui avaient les plus gros cailloux. Mais là c'est pareil, c'était les tribus les plus fortes qui avaient les plus grosses boules. Cette conclusion, Juliette. Ça a toujours été comme ça, en fait, hein, d'accord. Voilà, ça a toujours été une guerre de boules. Tout à fait. Donc on ne sait pas en fait, hein, ça reste vraiment un mystère à résoudre. Il y a encore des fouilles récemment qui ont révélé de nouvelles sphères, donc en décembre 2021, donc c'est tout récent, qui étaient encore forcément sur place, enfin sur leur lieu on va dire d'origine. Donc ils espèrent, l'archéologue et toute son équipe là, qui ont trouvé les nouvelles sphères, ils espèrent trouver d'autres éléments alentour qui puissent permettre de mieux comprendre. Qui n'ont pas été pourquoi elles sont là. déplacés et qui peuvent être C'est ça, datés, tout à fait. tout ça. Donc il y aura peut-être des réponses dans les prochains mois, les prochaines années. Trop cool. Et aujourd'hui, en fait, toutes ces sphères, on peut les observer en allant, en se baladant au Costa Rica, puisqu'il y en a un petit peu partout, devant les ministères, dans les parcs, devant les aéroports, etc. Mais ça, c'est Donc dès maintenant, qu'ils ont c'est transporté. Ils ont fait des sculptures avec. Ouais, Ah oui, ouais, d'accord. c'est ça. Ouais. Ils ont fait des sculptures avec. Mais je sais pas, ou peut-être ils avaient creusé, elles étaient là, ils ont décidé de les... T'imagines en plein milieu de l'aéroport. Bah non, on l'a laissée là. C'est bon. C'est normé, on peut pas la bouger. C'est pas possible, Robert. Donc voilà, et pour finir, du coup, c'est aujourd'hui un patrimoine mondial de l'humanité. Ok. Super. Super intéressant, ouais. Ouais, merci beaucoup, Juliette. Vraiment, j'avais jamais entendu parler de ce sujet. Moi non plus, tu vois. Là, je ne connaissais pas. C'est pas Eh mal. ben, pas mal. top. Je suis ravie de mon effet de surprise. Au moins une qui a réussi, j'ai envie de te dire, parce que du coup, on va avancer dans les autres chroniques, mais je pense qu'il y a moins de surprises que sur les derniers enregistrements. Alors, du coup, ton mot-clé était toi... Haute montagne. Haute montagne. J'ai aucune idée de ce que tu vas parler. Hein. Ouais, mais Juliette, elle sait. Elle se doute. Et toi, ton mot-clé, c'est C'est- suicide canin. Tout le monde connaît, mais merde. C'est un pif. À la haute montagne, je présuppose que c'est par rapport à... Chut, ne dis Est-ce rien. que c'est... Je vais raconter. C'est pas le Bigfoot en tout cas. Ni le Yeti, ouais, non. Dommage. Du coup, j'enchaîne sur la Eh haute ben oui. montagne. À toi l'honneur. Ok, donc nous sommes le mardi 9 juillet 2020 près de Chamonix, dans le massif du Mont-Blanc. Timothée Motin, gérant d'un chalet buvette non loin du glacier des Bossons, part se promener après la fin de son service vers 18h. Lors de sa balade, Timothée fait une découverte étrange.
Qu'est-ce qu'il a découvert, Timothée? Timmy. 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 En fait, je connais... je connais pas du tout l'histoire de Timmy. Je pense à autre chose. Écoute, en tout cas, tu poses très bien le contexte. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce Timmy? Alors là, à l'air libre, en pleine nature, il repère une vingtaine de journaux. En y regardant de plus près, il constate que ce sont des journaux indiens et datés de 1966. Oh, on est en quelle année, t'as dit? On est en 2020. D'accord. C'était il n'y a pas si longtemps. D'accord. L'époque était déjà bien pétée, mais c'était il n'y a pas si longtemps. Effectivement. Alors, comment des journaux vieux de 55 ans se sont retrouvés sur le chemin de ce promeneur dans un glacier? Et pourquoi des journaux indiens? C'est parti, je vous emmène à la découverte des mystères. T'as vu cette introduction? Wow. C'est un randonneur indien qui les a oubliés là? Non? Il les a oubliés là depuis 55 ans quand même. Je sais pas. Il avait un retard sur l'actualité. C'est cool. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Timothée Motin n'est pas le seul à avoir fait d'étranges découvertes dans cette zone. En 2017, on a trouvé une main et une jambe momifiées. Oh, bah. En 2013, un alpiniste savoyard a aperçu une boîte métallique qui brillait sur le glacier et à l'intérieur, il y avait des sachets avec écrit « Made in India » dessus et ça contenait des pierres précieuses estimées entre 130 000 et 246 000 euros. Sacré trouvaille, dis donc. Et c'est une putain. bonne petite rando là. J'avoue, ouais. C'est mieux que les journaux quand même. Et les mains coupées aussi. En 2012, des touristes informent l'office de haute montagne de Chamonix qu'ils ont aperçu eux aussi quelque chose qui brillait dans le glacier. Un pisteur secouriste s'y rend, accompagné d'un ami, et il trouve un sac en toile de jute portant les inscriptions Diplomatic Mail et Ministry of External Affairs. Dans le sac en toile de jute, du courrier, des journaux indiens et un bon de livraison à destination de New York, le tout daté de 1966. 2008, encore un grimpeur qui trouve des journaux. Décidément, des journaux indiens partout. Il y avait toute une cargaison de journaux dans je suppose, un avion. Et en 1975, t'es sur la bonne piste, Sandra, un guide de haute montagne découvre dans le glacier des Bossons un train d'atterrissage d'avion. Okay. Ça se précise. Mais oui. Tout à fait. Alors Juliette, est-ce que c'était ce à quoi tu pensais? Bah, moi, je m'étais dit, ouais, une expédition indienne qui s'est pris une avalanche sur la tête et bam. Mais bon, après, le coup des pierres précieuses, c'était quand même chelou. C'est Mais, bizarre d'emmener des journaux en expédition aussi. C'est occupé. Entre deux randonnées, il faut bien lire un petit peu. En fait, le glacier des Bossons, c'est un endroit où il y a eu, comme tu disais, Sandra, plusieurs avions qui se sont crashés, mais dans des conditions vraiment mystérieuses. Ah oui, c'est pas un peu le triangle des Bermudes français? Ben oui, c'est ça, c'est ouais, tout à fait. Okay. On a notre propre triangle des Et Bermudes. bah tu vois, Sandra, toi qui disais oui, en France, on n'a pas grand-chose, tu dis ça il y a quelques mois. Et ben, voilà. Ok. Et ben voilà. Le premier accident connu a eu lieu en novembre 1950. C'est un avion de la compagnie Air India, le Malabar Princess. Il avait décollé de Bombay. J'adore le prénom. Ah ouais? J'adore le nom en tout cas. Le Malabar Princess. Il avait décollé la veille de Bombay, il avait fait une escale au Caire et il devait rejoindre Genève pour une seconde escale avant de rejoindre Londres. Ces 47 passagers, c'était des marins indiens qui devaient aller à Newcastle et ensuite travailler sur un bateau qui partait direction des États-Unis. Et ils n'y sont jamais arrivés. Voilà. Et le pilote, c'était un vétéran de l'armée britannique. Donc des gens qui sont quand même plutôt aguerris. Effectivement, ils se sont jamais posés à Genève. L'avion a disparu du radar peu de temps avant d'arriver à Genève, en fait. Les jours qui ont suivi, des opérations de secours ont été lancées dans la zone estimée du crash, mais il faisait tellement mauvais qu'ils n'ont rien trouvé. Et lorsque le ciel s'est un petit peu dégagé 2 jours après, un avion de reconnaissance suisse est reparti survoler la zone. Et là, il a trouvé des débris. Une partie des débris sur le sol italien et l'autre partie des débris sur le sol français. Ok. Donc l'avion s'est crashé vraiment... En deux, ouais, voilà. Ah, c'est ouf. Ouais, disons. 3 jours après le drame, il est 9h du matin et une équipe d'une 30aine de guides de Chamonix partent à la recherche des survivants du crash.
Ils sont conduits par René Payot, qui est quelqu'un pareil d'aguerri. C'est un guide instructeur de l'école de haute montagne depuis 13 ans. Malheureusement, à 15h30, donc ils sont partis à 9h, à 15h30, René Payot, victime d'une avalanche, chute au fond d'une crevasse. Ses compagnons mettent 2 heures à le sortir, ils essayent de le réanimer, mais malheureusement c'est trop tard, il est décédé. René Payot est décédé à 100 mètres de là où son frère avait été emporté par une avalanche 10 ans plus tôt. Oh, quelle horreur. Donc le triangle des Bermudes, ouais, comme tu disais. Un endroit un peu maudit. Hein. Suite à cet événement, le préfet de Haute-Savoie il décide d'abandonner les expéditions de sauvetage parce que c'est trop dangereux et il y a trop peu de chances de trouver des survivants. Rappelle-moi, on est à quelle époque là ? On est en 1950. Donc voilà, le préfet décide d'annuler toutes les opérations de sauvetage, sauf que le même jour où l'équipe de René Payot était partie, il y a une autre équipe qui est partie. C'est l'équipe du village de la commune voisine et un peu rivale de Chamonix, c'est la commune de Saint-Gervais. C'est une équipe composée de 6 hommes. Et eux, ils avaient pris la route vers 13h. Et en fait, du coup, ils n'étaient pas vraiment au courant de la décision du préfet d'abandonner. Donc eux, ils ont continué. Ils ont continué à chercher pendant 5 jours, dans des conditions vraiment très, très dures, avec des températures à moins 30. C'était très dangereux. Il y a des personnes qui ont eu des membres gelés, qui n'ont pas pu continuer. Et enfin, donc, au bout de 5 jours, ils ont réussi à rejoindre l'épave du Malabar Princess. Et tout autour d'eux, sur près de 1000 mètres carrés, des débris calcinés, des corps, des fauteuils, des bagages, des courriers, des lettres, partout. Aucun survivant. Et surtout, aucune trace de la boîte noire. Ah, bizarre ça. Donc, impossible de savoir réellement ce qui s'était passé. À peine plus de 15 ans plus tard, donc on était en 50, 15 ans plus tard, au mois de janvier, un avion de la même compagnie s'écrase à son tour, pratiquement au même endroit. C'est le vol 101. On l'appelle, son nom c'est le Kangchenjunga. On l'appelle aussi le vol 101. C'est que des avions de cette compagnie qui se sont crashés là ou d'autres Bah avions là, aussi pour le moment, le premier c'était Air India et le deuxième c'est Air India aussi. C'est bizarre. Ouais. Et alors ça s'arrête pas là. Donc l'avion était parti de Bombay, il devait atterrir lui aussi à Genève. En fait, il y a eu des traces des communications entre le pilote et la tour de contrôle. Il semblerait que le pilote pensait avoir dépassé le Mont Blanc. Donc il a entamé sa descente, sauf qu'il n'avait pas dépassé le Mont Blanc. D'accord. Donc il s'est écrasé près du rocher de la Tournette. Immédiatement, là c'est le même jour, un avion de secours part à sa recherche, avec notamment à son bord Georges Payot, le fils de René Payot, le leader. Mais la tragédie familiale. Ouais, c'est incroyable cette histoire, c'est incroyable. Donc à son bord, Georges Payot. L'épave est rapidement repérée et les opérations de sauvetage et d'enquête se succèdent. Donc eux, ils ont rapidement trouvé. Du ciel au début, on voit pas de carcasse d'avion, mais surtout des débris partout. On pense voir des corps de bébés et en fait, ce sont des corps de petits singes. Ils devaient être emmenés à Londres pour des tests en laboratoire. Dans cet avion, il y avait 106 passagers, 11 membres de l'équipage. Ils sont tous décédés malheureusement, comme ceux du Malabar Princess. Parmi les passagers, on notera la présence d'une personnalité importante de l'époque, le physicien Homi Bhabha, qui est le père du programme nucléaire indien. Les recherches s'axent en priorité sur la mallette de ce physicien nucléaire et sur la boîte noire de l'avion. La mallette a été découverte en 2016, donc récemment. Très longtemps après. Voilà. La boîte noire, toujours introuvable. C'est fou, c'est fou. Et on pense que c'est du coup c'était il y en a un, c'était parce qu'il pensait avoir passé le Mont Blanc, ou aussi c'est des conditions météorologiques. Alors le Malabar Princess, on pense que c'est les conditions météorologiques. Le deuxième, c'est peut-être les conditions météorologiques, peut-être une mauvaise communication. Mais on va y venir. Il y a plusieurs théories, justement. Les extraterrestres. Ouais, je pense que c'est le Yeti qui ramasse les boîtes noires. Pour avoir des petits contes le soir avant de s'endormir. Quel enfer, les contes, des trucs qui se crachent, quoi. C'est clair, tu dois juste entendre les gens hurler en mode « On va s'écraser !» Oh là là. Alors, les théories. Donc, ces 2 accidents alimentent depuis des rumeurs et des histoires dans la vallée. Nombre de personnes se promènent dans la zone dans l'espoir de trouver un trésor. Un supposé trésor constitué de lingots d'or. Pardon ? Pendant longtemps, on a cru, et certains continuent de croire, que le Malabar Princess transportait des lingots d'or.
Récemment, il y a un mec qui a trouvé quand même les pierres précieuses. Donc, C'est vrai, tu peux se demander C'est pourquoi. vrai que je pense que cet été, on... une petite rando. direction le glacier des Bossons, c'est parti. Et 2 jours plus tard, dans la une des journaux, 3 filles perdues dans la montagne. Les débilos, c'est nous. Disparues à jamais. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui se promènent dans le coin. Se promener, c'est un grand mot parce qu'il faut être quand même équipé pour faire de la randonnée là-bas. Hein. Oui, tu n'es pas sur ta petite promenade du dimanche. Ouais, voilà, c'est un glacier quand même. Hein. D'ailleurs, les découvertes d'objets hétéroclites et les restes humains sont monnaie courante pour les habitants de Chamonix depuis plusieurs années. Génial. Notre chanceux restaurateur qui a trouvé les journaux lors de sa promenade en témoigne justement. Ce n'est pas un exploit. À chaque fois que nous nous promenons sur le glacier avec des amis, nous retrouvons des vestiges du crash. Avec l'expérience, on sait où ils se trouvent. Ils sont charriés en fonction de leur taille par le glacier. Parce qu'en fait, la glace fond et petit à petit, les objets sont ramenés en bas de la vallée, quoi. Ça te fait un peu peur Finalement, sur ce avec qui... le réchauffement climatique, je pense qu'il y a moyen d'attendre juste en amont, un petit peu, en aval plutôt. Et puis les lingots vont finir par tomber. Je pense qu'on devrait tendre les bras comme ça. Oui, oui, oui. Donner les lingots. Ça peut être potentiellement un achat immobilier, tu sais, une petite maison à côté du glacier, Voilà, et puis tu attends. une petite colloque du bonheur 2.0. Oui, oui, oui. De quoi je vous parlais ? Ah oui, donc les choses sont charriées en fonction de la taille. Et Françoise Ray, qui est une ancienne journaliste et qui est aujourd'hui autrice, raconte justement au micro de France Inter lors d'un interview dans une super émission que j'adore qui s'appelle Affaires sensibles. J'adore comment tu dis. Ah, j'adore cette émission. J'adore. T'as la Elle voix avoue qui se pose. ses péchés, tu sais. Et du coup, elle raconte lors d'un interview donc les découvertes un peu dont se vantaient les gens, notamment des scalps, des mâchoires, des ossements. Et c'est des choses dont aujourd'hui les gens se vantent pas, mais à l'époque, c'était à qui trouvera un bout de machin, un bout de truc. Et les gens conservent encore chez eux des ossements humains. Encore aujourd'hui, ça existe, quoi. Dans un article, elle explique justement: l'histoire de cet avion indien m'avait d'abord paru poétique, mais rapidement, j'ai ressenti comme un malaise. On tombait toutes les semaines sur des reliques. C'était à qui trouverait un pied, une main, un tronc. Les objets de valeur, eux, bizarrement, ne réapparaissaient pas. Elle a justement sorti 2 livres sur le sujet, Crash au Mont Blanc, les fantômes du Malabar Princess en 91 et Crash au Mont Blanc, la fin des secrets en 2015. Donc vraiment, ça a créé une espèce d'économie, on va dire une économie du crash chez les gens là-bas qui trouvent des trucs, qui les revendent, qui des échanges. Voilà. Parmi ces curieux collectionneurs de trésors, il y a des acharnés comme Daniel Roche, qu'on appelle aussi la teigne des glaciers. Charmant surnom. Lui, donc, ça fait près de 20 ans qu'il sillonne le glacier pour récupérer tous les objets et les débris qu'il trouve. Il a dépensé des milliers d'euros, d'après lui, et parfois loue des hélicoptères pour apporter ses trouvailles, carrément. Il a ainsi extrait, toujours d'après lui, plus de 9 tonnes de pièces en tout genre, des sièges, des batteries, des vérins, des soutes à bagages, des bijoux, un sac à main, des papiers. Il récupère tout, en fait. Il récupère tout et il stocke. Chaque trouvaille qu'il trouve est datée, photographiée, numérotée, et après, il tente de retrouver les familles pour les rendre. Il donne des conférences en France, aux États-Unis et au Canada. Alors, c'est drôle, c'est un extrait que j'ai pris d'un article. Je pense pas que la personne qui a écrit l'article portait ce mec-là dans son cœur. Il donne des conférences sur des paquebots de croisière où il présente un film dans lequel il se met en scène. Il expose son butin et le vend. Ouais, pas très éthique. Ouais, un peu pilleur de trésors, quoi. Ouais. Mais alors, pour lui, il se définit pas comme un chercheur de trésors, en fait. Pour lui, c'est un chercheur d'histoire, parce que son but, c'est de connaître la vérité, rendre les morceaux aux familles. Donc bon, un peu de poids, de mesure. Et justement, pour lui, la vérité derrière ce crash, c'est soit un attentat visant le physicien nucléaire, ou alors une bavure militaire maquillée en accident. Ça n'explique pas le premier, par contre. Non. Là, c'est vraiment sur le deuxième qu'il avance ça. Parce que, justement, il y a eu plusieurs thèses. Et dans le cas du vol 101, la commission d'enquête officielle, elle avait 3 causes pour l'accident. C'est ce que je vous disais. Donc, des mauvaises conditions météo, une erreur humaine de communication ou éventuellement une panne qui aurait mené à une mauvaise localisation. Mais la thèse de la bavure militaire, c'est une thèse qui a été un peu bien alimentée.
En fait, la même année que le crash, il y a le patron de l'ORTF à Grenoble et un guide de montagne, donc c'est Philippe Réal et René Desmaisons, qui ont monté une opération complètement illégale pour rejoindre l'épave de l'avion. Ça s'appelle l'opération Chabert. Et en fait, ils avaient eu un tuyau comme quoi il y avait un avion de chasse de l'OTAN qui avait pris un pet lors d'un exercice de vol le même jour que le crash. Donc du coup, René Desmaisons, il s'est fait déposer à 4000 mètres d'altitude, côté italien, toujours illégalement. Et pendant ce temps-là, tu avais des journalistes plus bas qui étaient planqués dans les installations de Interneige à l'époque. Donc c'est comme Interville, mais à la neige. Ouais. Et en fait, pour communiquer, pour planquer les antennes, pour communiquer avec le mec qui était à 4000 mètres d'altitude. C'est quoi cette opération extrêmement t'es quand même, t'es quand même dans les années 60, donc en termes de communication, ils ont fait de leur mieux. Et... C'est vrai, non, c'est vrai. Et donc voilà, il y avait pas de satellite en fait, donc ils communiquaient par radio. Sur place, les journalistes ont découvert des débris qui, d'après des experts, ne correspondent pas à l'avion indien, mais à un autre avion. Donc ça confirmerait la théorie de la collision. Donc il y aurait un troisième avion. Voilà. Malheureusement, lorsque ces journalistes sont descendus pour apporter leurs preuves, ils étaient attendus par les carabiniers italiens qui leur ont tout confisqué et qui lui auront demandé de rien dire. Ça pose des questions. Et depuis, apparemment, une autre équipe de journalistes serait montée. Ils auraient rapporté d'autres pièces d'un avion militaire. Ils auraient tenté de vendre des photos à Paris Match, mais la sécurité militaire serait intervenue. C'est intriguant. Un peu louche, quoi. Effectivement, le fait que les autorités interviennent, ne demandent de rien dire. Ouais. Ils essaient de vendre des photos. T'as les autorités t'as la police qui intervient. Tu te dis, il y a forcément un truc, ouais, tout à fait. Donc il y a des choses qu'on ne sait pas. Et pour alimenter encore plus ce mystère, il y a Jean-Marc Péiex qui était lors de l'interview le maire de Saint-Gervais, donc la commune rivale de Chamonix, et qui disait que l'armée leur avait rétrocédé une soufflerie militaire désaffectée en 1969, mais qui ne savent pas ce qui a été testé dans cet endroit. Ok, ça tourne un peu en théorie du complot quand même, un peu. Bah, ouais, un petit peu. C'est beaucoup de faits, voilà. Les mecs descendent de leur reportage, on leur confisque tout, ils peuvent pas garder les preuves. L'armée était là, mais on ne sait pas pourquoi. Justement, dans les théories du complot, il y a des théories sur ce qui s'est passé. Pourquoi on cacherait tout ça ? Pourquoi on cacherait ça aux yeux de tous ? Non, alors j'ai pas lu de choses là-dessus. Après, en y réfléchissant, tu te dis effectivement, si t'as un avion militaire qui était en manœuvre d'entraînement ou quoi, et qui a... qui a descendu les avions et du coup, il faut que ça soit caché. Ouais, voilà. Ou des essais de missiles et puis paf. Exactement. Non, c'est sûr. C'est une erreur, quoi. Donc, effectivement, ils ont tué quand même beaucoup de gens. Si c'est le cas, le cas. Enfin, voilà. Donc voilà. À la boulette. La boulette. Donc voilà, on ne sait pas aujourd'hui. Est-ce que c'est une erreur de communication ? Est-ce que c'est le mauvais temps ? Est-ce que c'est un attentat contre... le père du programme nucléaire indien aussi, parce que ça c'est important de le dire. Est-ce que c'est une manœuvre militaire ? On ne sait pas. Aujourd'hui, le glacier continue à révéler régulièrement des objets sur ces mystérieux accidents, mais il ne nous dira jamais ce qui s'est vraiment passé. Eh ben, merci Loli, c'était super intéressant aussi. Merci. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Juliette, est-ce que c'était ce à quoi tu pensais, franchement ? Non, pas du tout. Je pensais à une expédition qui avait disparu dans la montagne de manière inexpliquée, et encore aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais ça me dit quelque chose ce sujet parce que... C'est le col de Dyatlov. Oui, j'adore ce sujet. Je pensais à ce mystère-là, en fait. Mais franchement, t'étais pas loin parce que j'ai hésité entre le mystère du Mont Blanc et justement ce col où les gens sont peut-être devenus fous et tout. Ouais. C'est passionnant. Mais d'ailleurs, récemment, ils ont découvert que ce serait peut-être les vents qui avaient rendu les gens fous et qu'ils se seraient entretués. Ouais. Ah ouais, putain, j'avais pas... Ah mais on fera peut-être une chronique là-dessus. Ouais, peut-être. Parce que Sandra a l'air intriguée, donc ça peut... Je connais pas. Le col de Dyatlov ? Non. Tu connaîtras bientôt. Ouais. J'ai l'impression qu'effectivement, ça va être un possible sujet de chronique. Eh bien, Sandy, toi, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Mon mot-clé était suicide canin. Oh, c'est mot-clé.
Moi, je vais vous parler du coup du pont d'Overtown. C'est un charmant pont en pierre construit en 1895 qui permet l'accès au château de Overtown House en Écosse. À côté de Dumbarton, la ville de Dumbarton, au nord-ouest de Glasgow. Et du coup, il est surnommé par les habitants de la zone ils le surnomment le pont des chiens suicidés. Charmant. C'est hyper glauque. Et là, on était dans des sujets, à part Juliette, où c'était un peu rêvant, mystérieux. C'est vrai. Nous, là, on est dans des sujets vraiment tristes. C'est vrai. Oui. Désolé. Est-ce que c'est la dépression hivernale ? On ne sait pas. Donc oui, il le surnomme le pont des chiens suicidés. On dénombre en fait, depuis les années 1950, plus de 600 tentatives. Le nombre de tentatives, le nombre de sauts de chiens varie un peu selon les sources, mais il y a en tout cas 50 cas avérés de chiens qui y ont sauté. Certains ont survécu, d'autres non. Ah oui, c'est attends. quand même une différence entre 600 et 50 Ben oui, cas. 600 et 50... Il y en a 50 cas avérés, ce qui est quand même beaucoup pour un pont. En combien de temps ? Depuis les années 50. Ouais, ça fait un par an. Oh, ça va, ouais, ça va. Ça fait un par an. C'est pas excessif. Hein. Et ah oui, donc il y a 50 cas avérés et suivant les sources, c'est entre 200, 300, 600, suivant les tabloïds, les sites un peu mystères, tout ça. Donc, Je suis sûre que si on va en Écosse, justement, ils vont essayer de nous vendre ça comme une balade incroyable. Et bien figure-toi que c'est une attraction touristique maintenant. Magnifique. Non. Donc tu peux emmener ton chien et le voir sauter. Et il y a Quel enfer. Il y a en tout cas à l'entrée maintenant, en fait, le sujet est devenu assez connu en 2017, puisqu'il y a un article qui est paru dans la presse, et beaucoup de gens à ce moment-là ont témoigné qu'effectivement ça leur est arrivé aussi. Du coup, du fait de... Alors, ça leur est arrivé aussi, genre ils ont essayé de sauter. Les chiens. T'imagines des chiens qui témoignent dans un journal de chiens. Le Canigou Daily. C'est vrai ça. Est-ce que quelqu'un a interviewé des chiens ? Non. J'avoue. En fait, du coup, en 2017, quand l'article est paru, il y a eu une recrudescence de témoignages de personnes à qui c'était arrivé, que leur chien avait essayé de sauter. Et voilà, pardon, j'ai perdu. Et du coup, les cas avérés, c'est des chiens qui sont morts ou est-ce que c'est des chiens qui ont du coup tenté de sauter ? Est-ce que tu vois, est-ce qu'ils sont sauvés ? Est-ce qu'ils s'en sortent ? Ça dépend. Les cas avérés, c'est les cas avérés de chiens qui ont sauté et certains sont morts, certains sont vivants, mais ils ont bien effectivement effectué le saut. Sauter sans raison en fait, apparemment. C'est ça. Okay. Alors, j'ai plusieurs témoignages, dont celui de Mrs. McKinnon. On rigole pas, Loli, c'est hyper sérieux. C'est pas du tout drôle. C'est clair. Depuis tout à l'heure, je suis désolée. Et encore, toi tu n'as pas vu, j'ai regardé des reportages où ils interviewent les chiens. Mais non, les habitants, mais c'est des Écossais et du coup l'accent écossais c'est imbuvable. Ouais, d'accord. Pardon pour les Écossais qui nous écoutent. Mais... C'est pas sympa, c'est pas imbuvable, c'est qu'il faut boire pour le comprendre justement. Encore pardon. Alors, on a le témoignage de Mrs. McKinnon. Elle promenait son border collie nommé Bonnie sur le pont. Et elle dit quelque chose a submergé Bonnie dès qu'on s'est approché du pont. Au début, elle s'est figée, puis elle a été possédée par une étrange énergie. Elle s'est mise à courir et à sauter du parapet. Et il y a aussi le témoignage de Alice Trevorrow. Elle se promenait avec son chien Cassie et qui témoigne du comportement étrange de Cassie. Elle commence à faire des zigzags en reniflant par terre. Puis elle se figea, se tourna vers un des deux parapets et elle a sauté dans le vide directement. Bizarre. Donc voilà. Mais, il n'y avait rien de... Je sais pas, même un oiseau qui passait Non. À chaque fois, il y a eu beaucoup de témoignages comme ça. À chaque fois, il n'y a pas de raison particulière. Ils comprennent pas ce qui se passe. Et même, en fait, les autorités ont dû mettre un panneau devant l'entrée du pont pour dire de tenir les chiens en laisse. Pour les garder, en fait. Parce que du coup, beaucoup de propriétaires comme ça se sont fait surprendre et les chiens, sans prévenir, ont sauté dans le vide. Okay. Donc voilà, il y a plusieurs théories qui expliquent le comportement de ces chiens. La première et la plus ancrée dans l'arrêté, on va dire, ce serait une combinaison de la topographie et de la vie sauvage. En fait, la plupart des chiens signalés appartiennent à des races au flair prononcé,
comme les bergers allemands et les terriers écossais. Ils sautent tous du même endroit, et quand le temps est dégagé et ensoleillé. Donc potentiellement, quand les odeurs sont aussi les plus... Pardon, pourquoi j'ai fait ça? Quand les odeurs Les odeurs. Les odeurs. Ça y est, c'est Sandra qui s'auto-sabote, là. Oui. Elle a plus besoin de nous. Ils sautent tous du même endroit, et quand le temps est particulièrement dégagé et ensoleillé, donc potentiellement quand les odeurs sont au max. Je saurais pas comment dire ça, c'est pas possible. Je vais pas y arriver. Je pense que la prochaine chronique, il faut que je mette ma tête dans un sac en papier parce qu'apparemment, je fais rigoler tout le monde. Mettez-la en mode tout à fait. Mais du coup, c'est quand même chelou parce que... je comprends pas quelle odeur peut les amener à sauter de manière irraisonnée, en fait. Enfin, tu vois, il y a... Alors j'y viens. En fait, ils pourraient être attirés par l'odeur des visons introduits dans le secteur dans les années 1950. Ah oui, donc les dates collent. Oui, ça pourrait coller. Et puis aussi, ils ont trouvé une quantité assez grande de visons dans le secteur, et effectivement sous le pont et dans les alentours. Ça, couplé au fait que, en fait, sur ce pont, il y a des petits murs sur les côtés, et les seules ouvertures sur le vide sont les petits parapets. Et les chiens sont connus pour avoir une très mauvaise vision. Ah. Donc, en fait, couplé au fait qu'ils pourraient sentir l'odeur des visons qui pourrait les attirer, ils seraient tentés de sauter dans le vide et n'auraient pas compris qu'il y avait du vide, et sauteraient en fait sans avoir compris que c'était dangereux. Et c'est une théorie qui tient la route, même si moi je trouve ça un peu bizarre, parce que du coup les témoignages de chiens qui sauteraient dans le vide, il y en aurait partout. Enfin, généralement ils sont plutôt... Ils arrivent à appréhender la notion de vide et de distance, donc ça me paraît très bizarre en fait cette histoire. Non, après l'explication que tu viens de donner, elle explique presque tout. L'architecture du pont fait qu'ils ne voient pas qu'il y a du vide. Des visons depuis les années 50, c'est pas le cas partout. Et en fait, il y en a qui réfutent cette théorie parce qu'effectivement, pour eux, les chiens appréhendent plutôt bien la notion de profondeur. Donc, ce serait étrange. Ok. Voilà. Donc, première théorie... Première théorie, ce serait peut-être l'odeur des visons qui les attirerait dans le vide. La deuxième théorie, ce serait qu'effectivement, ce serait peut-être des cas avérés de suicide. Mais en vrai, pour tous les spécialistes du comportement canin, c'est non. C'est pas possible. Puis du coup, il y aurait des chiens suicidaires qu'en Écosse. C'est vrai. Dans une région très, très spécifique. Ça a l'air vraiment dur la vie là-bas des fois. C'est peut-être, justement, en fait, c'est la première fois pour eux qu'ils voient le soleil. Pauvres Écossais sans sautent. Là, la gueule. Mais de toutes les manières, pour tous les spécialistes interrogés du comportement canin, c'est non. Un chien peut être anxieux ou dépressif, ce qui peut atteindre à sa santé, car il peut se laisser mourir de faim et provoquer des maladies. Mais généralement, quand un chien sent qu'il va mourir, il va plutôt aller se cacher. Au niveau cognitif, c'est pas possible pour lui d'envisager que le fait de sauter dans le vide entraîne la mort pour lui. Ouais. Sinon, on aurait des chiens qui se jettent sous les bagnoles. Oui. Enfin, voilà. En vrai, la théorie du suicide animal reste encore une grande inconnue pour le monde scientifique. De savoir si c'est possible ou pas, ou s'il y a vraiment des... Personne, en fait, arrive à savoir si c'est vraiment possible ou pas. Car, en fait, on constate plus des comportements autodestructeurs que des vrais suicides. Et en fait, il faut avoir des capacités cognitives assez complexes, dont notamment avoir conscience de soi, pouvoir, par exemple, si un animal se reconnaît dans le miroir ou pas. Il y a certains primates, éléphants et dauphins qui sont capables de le faire. Oui, c'est ce que j'allais dire. Du coup, ils pourraient, eux, potentiellement, vraiment se suicider. C'est ça, mais en vrai, il faut avoir conscience de soi, mais aussi être capable d'imaginer un monde différent de celui dans lequel on est. Par exemple, tu as des primates qui sont capables de faire semblant lors de jeux, donc ça veut dire qu'ils sont capables de comprendre qu'ils peuvent se transposer dans un autre monde qui est le leur. C'est-à-dire qu'ils font semblant de mimer une action qui n'est pas vraiment en train de se passer. Mmh. Et c'est nécessaire pour envisager le terme de suicide, parce que quand tu te suicides, tu veux quitter ce monde actuel pour aller dans un autre. Donc voilà, oui, ou comme les éléphants, ce serait jouable aussi, puisque ils reviennent dans les cimetières des éléphants, et du coup, ils ont conscience que leurs morts sont plus là, mais qui sont ailleurs. En fait, ça n'a pas été prouvé encore. C'est possible, mais c'est impossible de le prouver pour le moment. Enfin, impossible. Personne n'est sûr. Par contre, c'était quoi le cimetière des éléphants que tu chantais ? Eddie Mitchell.
Et C'est quoi? C'est Eddie Mitchell. Ok. On a les références qu'on mérite. Très bien, Eddie Mitchell. C'est très respectable. Ce serait respectable. Non, vous connaissez pas Eddie Mitchell? Alors oui, je connais Eddie Mitchell, mais je connaissais pas celle-là. Bon, on dérive. On nous a perdus. Et en fait, il y a aussi quand même quelques comportements animaliers qui restent assez énigmatiques. Il y a eu notamment, en 2017, 400 baleines qui se sont échouées sur une plage de Nouvelle-Zélande sans aucune explication. Ah oui, j'avais entendu parler de ce truc. Les images sont assez violentes. Mm-mm. Certains poserait l'hypothèse qu'en fait certaines baleines auraient été malades ou blessées et seraient allées s'échouer et du coup tout le reste de leur clan les aurait suivies Mais pourquoi? Oh, c'est trop triste. pour les accompagner ou justement pour les aider à revenir à la mer. Mais justement on ne sait pas si c'est pour ça ou si c'est vraiment un mouvement de suicide collectif, on ne sait pas. Et il y a aussi en 2009 des dizaines de vaches qui se sont jetées d'une falaise dans les Alpes suisses. Ah On bon? ne sait pas pourquoi non plus. Décidément, ce coin est assez étrange. Mais attends, alors déjà oui. Au Mais, même endroit, genre tout un troupeau. que- C'est clair. En bas de la montagne, oh, des steaks hachés. Ouais, une dizaine. C'était il y a un petit moment déjà, en 2009, mais on ne sait pas pourquoi. Mais le témoignage... Attends, parce que moi je me méfie. Est-ce que c'est un mec qui a dit « Oh, j'ai vu toutes mes vaches sauter ?» En fait, non, on a retrouvé tout le troupeau en bas de la falaise et on ne sait pas pourquoi. Ça m'est arrivé quand j'étais petite. De te voir des Oui, alors Ah oui, ouais figure-toi. Mais je sais pas, il doit y avoir une explication rationnelle. Ouais. Mais alors, je raconte ma vie. J'étais en colonie de vacances dans le Pays Basque et on a fait une randonnée. Et en fait, on a découvert des ossements, je sais plus si c'était de vaches ou de moutons, mais vraiment pas mal. Pas mal de charniers comme ça. Ok. Et il me semble qu'à l'époque, les accompagnateurs de la colo, ils avaient dit oui, c'est quand les animaux ils ont des maladies, en fait. Ça peut être une explication. Après, dans le témoignage, en tout cas des vaches, on les a pas vues sauter, mais on a retrouvé tout le troupeau en bas de la falaise. Oui, donc il y a pas. Enfin, ça se trouve, c'est leur fermier qui les a abattus, quoi. C'est possible, ou elles ont été effrayées aussi par un animal sauvage, elles ont sauté. On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on les a retrouvées en bas. Et tu as comme ça des comportements autodestructeurs chez les animaux, mais la notion de suicide est encore un mystère dans le règne animal. D'accord. Et bien sûr... Les extraterrestres. Pas les extraterrestres, mais les fantômes. Ah. La troisième théorie serait que l'origine de tous ces événements serait paranormale. Nombreux sont ceux qui ont déclaré avoir senti une énergie étrange à Overtown. Le lieu, en fait, correspondrait à ce qu'ils appellent dans la croyance celte, dans l'ancienne croyance celte, ce lieu correspondrait à ce qu'on appelle une Finn Place. C'est en fait des lieux où le monde céleste se rejoint avec la Terre, s'entrecroise. Donc où tu pourrais sentir une espèce d'ouverture spirituelle, où les fantômes, justement, seraient plus propices à apparaître et tout ça. Et en fait, les habitants de la ville sont assez superstitieux, et la culture autour des fantômes en Écosse est très, très répandue. Beaucoup sont persuadés que les fantômes évoluent autour d'eux. Donc tout cela pour dire que plusieurs personnes déclarent avoir été témoins d'apparitions de fantômes à Overtown et dans le château qui est à côté du pont, dont notamment une apparition fantomatique à la fenêtre du château lorsqu'on pense qu'il n'y a personne à la maison, ou sinon la sensation d'être poussé sur le rebord du pont quand on est dessus. Mais qui pourrait être à l'origine de tout ça, dites-moi. Alors, quel est le fantôme assez foufou pour se dire je vais pousser tous les yinches? Il y a une possible identité du fantôme, ce qui n'est pas expliqué, c'est pourquoi les chiens. Juliette, elle a décroché. Elle en peut plus. J'étais en train de me dire un fantôme qui tue les chiens qui ont des noms débiles, quoi. Bonnie, non, ça c'est pas possible, ça dégage. Putain. On va se faire striker. C'est clair. Et donc, en fait, le pont d'Overtown a été à l'origine dédié à Grace Eliza White, connue comme Lady Overtown. C'est elle qui aurait l'idée, en fait, de construire ce pont avec son mari au début des années 1900. Quand son mari est mort en 1908, en fait, il lui est arrivé d'errer sur ce pont, brisé par le chagrin. Et du coup, beaucoup, en fait, croient que son esprit serait resté là et enterré, du coup, le pont et le château,
et elle est connue maintenant comme The White Lady of Overtown. Mais elle est hyper méchante. Je l'imagine foutre des coups de pied aux plebs comme ça. C'est hyper méchant. C'est clair, la vieille aigrie, là. Bah, du coup, beaucoup penseraient qu'il n'y a pas de... Comment te dire? Il n'y a pas de... C'est pas comme si les chiens ont été poussés dans le vide. Ils penseraient que ce serait le fantôme qui attirerait les chiens dans le vide par... Oui, c'est vrai que la nuance est importante. C'est vrai. Et Donc elle n'est pas coupable. C'est bon, ça passe. Et les chiens, en fait, sont réputés pour être plus sensibles aux activités paranormales. Ils pourraient effectivement aller à la poursuite du fantôme. Mais pourquoi les chiens et pas les humains? Ce n'est pas dit, ce n'est pas expliqué. Est-ce qu'elle détestait? Est-ce qu'elle est allergique? On ne sait pas, peut-être. Non, puis si elle erre sur le pont, elle erre sur le pont. Elle est sur le pont. Elle n'est pas dessous le pont avec les bisons. Les bisons. Les bisons. C'est bizarre. Je tiens à signaler que le plus grand défenseur de cette théorie, que ce serait le fantôme de Lady Overtown qui pousserait les chiens dans le vide, a écrit un sujet sur le pont et défend, du coup, vend un livre sur le fait que ce serait le fantôme qui attirait les chiens. Ah ouais, quand tu me dis il écrit un sujet, j'ai demandé est-ce qu'ils vendent des bouquins? Oui, il vend des bouquins, livres. Il a un site internet où il regroupe absolument tous les articles de journaux qui traitent du sujet. Il a construit son petit business là-dessus. Ok. Voilà, c'est à prendre aussi avec des pincettes. J'imagine, c'est vrai qu'on a eu du mal sur les témoignages, mais vraiment, la plupart des témoignages des chiens qui ont sauté, c'est d'un coup, tu vois, ils reniflent, blablabla, et d'un coup, ils sautent, sans aucun... Moi, je fais pas confiance aux êtres humains. C'est-à-dire... Les maîtres de chiens, les humains de chiens qui disent « Oh, mon chien, elle a sauté d'un coup comme ça. Est-ce qu'ils cherchent pas la fame un peu Ah, c'est possible. Et puis peut-être qu'il y a... Je sais pas, imagine ton chien, il tombe du pont. Tu peux suffisamment être sous le choc pour, tu vois, dire « Ah, mais non, mais c'était incompréhensible. Il a sauté d'un coup. » Tu vois. Après, là, je n'ai trouvé aucune source raisonnable là-dessus, mais apparemment, et là, c'est vraiment à prendre des pincettes, tu aurais certains chiens qui auraient sauté, qui auraient survécu et qui auraient ressauté. Je m'y attendais à ça. J'ai cru que tu allais dire. Alors, il y a des chiens, ils ont sauté, puis ils ont fait demi-tour en route. Et la fantôme Lady Machin, elle les a ramenés sur le pont. Tu sais, elle les chope comme ça, panier. C'est le full package de toutes les croyances en même temps sur le pont. Là, il y a des lutins, ils sont arrivés, ils ont dit « Arrêtez tout, madame, mettez-lui la laisse !» Et parfois, t'as des petits visons en bas qui attendent le chien. Ils sont là « On a faim !» Cette chronique était une lettre d'amour à l'Écosse. Non, mais c'était super, merci Sandra. Je suis ravie de vous avoir fait passer un beau moment avec les chiens suicidés d'Overtown. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour ce mois-ci de nos sujets mystérieux les plus fous. Est-ce qu'on s'est exposé en tant que complète sociopathe, peut-être? Là, je sais pas ce que ça va donner. J'ai envie de dire merci qu'il y ait que 3 personnes qui nous écoutent sur la planète. Finalement. Un big up à eux d'ailleurs. Big up aux 3 personnes qui nous écoutent, c'est gentil. Merci. On se retrouve le mois prochain pour d'autres chroniques encore plus folles. Si vous avez des mystères à nous partager ou si vous aimeriez qu'on parle de sujets spécifiques, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous laisser des petits commentaires. On sera ravis de creuser le sujet et de vous raconter tout ça. Passez une bonne soirée, à bientôt, bye. Plein de poutchou.